Bonjour tout le monde, c'est plaisir de vous voir tous ici. J'espère que vous passez une bonne journée, que les conférences étaient intéressantes. Bon, malheureusement, je m'excuse, cette journée, j'ai pas eu l'occasion de venir regarder. J'étais dans ma chambre en train de finir mes slides, faire mes devoirs. Elles sont prêtes, animées, etc. J'espère qu'elles vont vous plaire. J'espère que vous êtes en forme. On a une heure où on va parler de maths, on va parler de beaucoup de choses, on va voir ce qu'on peut en faire. C'est parti. Je me représente rapidement, voilà, ça c'est moi, enfin, c'est mon métier plutôt. En gros, je parle aux cartes graphiques et je leur dis quoi faire pour qu'à la fin il y ait des jolies images à l'écran. J'ai été chez Spiders, le studio qui a fait Gridfall, si jamais des gens connaissent. Voilà. Donc, moi j'étais pas là sur Gridfall, je suis arrivé après. Je suis arrivé sur la fin de Steel Rising, qui est leur dernier jeu en date. J'ai fait un peu le début de Gridfall 2 aussi, voilà, qui sortira un de ces quatre. N'hésitez pas à aller y jouer. Après ça, j'ai fait une année sabbatique. Donc voilà, comme on disait dans l'introduction, j'ai fait Cool Lab. Ça, c'est mon petit projet personnel sur lequel je bosse depuis 5 ans. Donc voilà, après Spider, j'ai pris un an à temps plein pour bosser là-dessus. Globalement, c'est un outil nodal. En gros, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, toutes les maths, etc. Si j'ai pas réussi en une heure à vous convaincre que c'est cool et de faire des maths, vous pouvez utiliser Cool Lab. Tout est packagé dans des petites boîtes et ça marche tout seul et c'est tout simple. Voilà. On a sorti la V1 hier, j'ai fait en sorte que ce soit sorti d'ici aujourd'hui pour que vous puissiez tous la tester si jamais ça vous fait plaisir. Moi, ça me ferait très plaisir. Voilà. La V1 est officiellement sortie après 2 ans de bêta, 3 ans en alpha. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, maintenant, je bosse chez Smode. Smode, c'est pas du jeu vidéo, Smode, c'est pour le spectacle et les concerts. Donc, c'est contrôler tous les écrans, les lumières, driver tout ça, etc. Donc, c'est derrière pas mal de shows, pas mal d'artistes, etc. Voilà, il y a du Smode. Ok, donc ça c'est ce que je fais de mes journées. Globalement, il y a une chose en commun, c'est que je fais des maths pour créer des jolies images à la fin, voilà, des maths et du code. Et donc on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des maths très très simples, qu'est-ce qu'on peut créer et jusqu'où on peut aller. Donc oui, il va y avoir des maths malheureusement. J'espère que personne ici n'a la phobie des maths. Si vous l'avez, c'est pas grave, c'est l'occasion de s'en guérir. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des maths. Plein de super choses, plein de super jolies images. Voilà. Il paraît, il y a des gens, quand on est en primaire, on leur dit mais si, c'est utile, les maths, à quoi ça sert? Oui, c'est pour compter quand on te rend la monnaie, quand tu achètes ta baguette de pain. Bon, ok, pourquoi pas, ça c'est bidon. Il paraît qu'il y a des ingénieurs qui envoient des fusées dans l'espace avec des maths, mais bon, ça, chacun son kiff. Non, aujourd'hui, nous, on va faire des images. Voilà. On va s'amuser dans notre coin avec notre ordinateur, notre carte graphique et nos maths. Voilà. Voilà. Je vous montre quelques images que j'ai faites. Voilà. Celles-ci, elles sont de moi. Je ne suis pas le seul masochiste à faire des images purement avec des maths et du code. Voilà, pas de logiciel, rien du tout. Juste, voilà, on écrit nos formules, nos équations, nos patterns et on peut créer pas mal de choses. Ok, ça c'est l'intro. J'espère que ça vous fait envie. Espace. Alors, les maths, de quoi on va avoir besoin? Je vais sonder un peu la salle, voir si tout le monde est opérationnel. Est-ce que vous savez ce que c'est une addition? Levez la main. Addition, parfait. Ok, vous êtes bon. Est-ce que vous savez ce que c'est les multiplications? Ok. Ça ressemble à une blague, mais en vrai, on va voir que c'est vraiment important de bien comprendre ce que ça fait quand on applique ces petites transformations à nos images, à nos positions, etc. C'est vraiment fondamental, hein, c'est pas juste une blague. Et les cosinus, un peu plus tricky. Voilà, tout le monde, presque tout le monde, connaît les cosinus. Ok. Alors, pour faire des choses intéressantes, on va quand même avoir besoin au moins d'une fonction un peu moins triviale que ça. Mais on va s'arrêter là. Voilà, je ne vais pas vous en demander plus. Je me suis donné le challenge de addition, multiplication et cosinus. On va faire que ces 3 choses-là et on va voir jusqu'où on peut aller avec ça en mettant des cosinus sur des cosinus dans des cosinus. On peut déjà créer pas mal de choses. Petit rappel sur les cosinus au cas où. Voilà. Cette fonction-là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça se répète à l'infini. C'est super pratique pour caser dans plein de choses, pour faire des mouvements qui se répètent, pour faire des oscillations. Vous allez voir, on va passer 1 heure à faire des cosinus. Vous allez voir comment on peut transformer cette courbe en pas mal d'images. Ok. C'est un talk interactif. Il se pourrait que je vous pose des questions à des moments, donc soyez prêts à répondre, crier, lever la main. Et n'hésitez pas à me poser des questions, même pendant le talk. Il y aura aussi un petit temps à la fin, normalement, si j'ai bien calibré mon temps. Mais n'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment pour me poser une question. Si je vais trop vite, c'est pour que je m'emballe à des moments, n'hésitez pas à me demander de ralentir, réexpliquer s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà. N'hésitez pas. Je vais peut-être pas voir si vous levez la main, donc n'hésitez pas à crier. Voilà. Ok, et c'est parti.
Ok, chapitre 1, transformation spatiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ok, ça, c'est notre ami pour 1 heure, c'est notre petite grille de test. Voilà. C'est un pattern qu'on aime bien quand on fait nos effets voilà, pour tester. On visualise bien, c'est une grille bien droite et on va voir est-ce qu'elle est stretch, décalée, tordue, etc. On va bien voir ça. Donc, on va partir là-dessus. On appliquera ça sur des vraies images un jour, mais voilà. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des effets pratiques qui vont forcément s'intégrer dans des shaders. On est là pour faire Mumuse, on est là pour faire de l'art, entre guillemets. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire de l'art, mais on va faire des choses. Ok. Donc on a cette grille, ok. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais position.x égale position.x plus 0 ? Bon, pour l'instant rien, j'ajoute 0, il ne se passe rien. La question c'est, quand je vais bouger mon slider, qu'est-ce qui va se passer sur l'image? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut bien faire, d'additionner quelque chose à la position de mon objet? Ça scrolle, ouais, effectivement, j'aime bien. On va voir. Hein. Ça scrolle. Ok, nickel. Bon, facile. J'insiste quand même un peu là-dessus. Pourquoi ça scrolle? Alors déjà, première chose, la position, on parle de la position des pixels. Donc chaque pixel, je vais modifier sa position. Le pixel qui était à l'origine ici, il est bougé ici, etc. Tout le monde se décale. Et en fait, comme tout le monde se décale de la même quantité, si je fais plus 1 par exemple, le pixel qui est en 0, il devient 1, 1 devient 2, 2 devient 3, tout le monde se décale de la même quantité, donc la grille reste fixe, c'est ce qui s'appelle une transformation rigide en maths. Voilà, on garde, les distances entre les points restent les mêmes, juste tout le monde est décalé de la même quantité. Ok, pas mal. Donc voilà. Addition égale mouvement, égale déplacement, translation, c'est la même chose. On va s'en servir beaucoup de fois. Oups. Maintenant les multiplications, donc là je fais x1, forcément il ne se passe rien. Qu'est-ce qui va se passer si je multiplie par autre chose que 1? Est-ce que vous avez une idée? Ça zoome, effectivement. Multiplication, hop, si je joue avec ça, alors je fais que sur l'axe X, donc ça zoome, ça dézoome sur l'axe X. Voilà. Multiplication, c'est un stretch, un scale, voilà, ça étire mes valeurs. Pourquoi ça? Imaginez, j'avais un pixel en 0, un pixel en 1, je multiplie tout par 2, 0 fois 2, ça me fait 0 encore. 1 fois 2, ça me fait 2. Donc je suis passé de 0,1 à 0,2, mais mon intervalle devient 2 fois plus grand. Cette fois-ci, voilà, pour le coup, une multiplication, ça étire les distances. Donc voilà, ça, c'est plus rigide, ça translate nos points. Ok. Une petite multiplication. Si je le mets en négatif, ça inverse l'image et ça repart scale dans l'autre sens. Ok, super. Pareil, ça, on va s'en servir un grand paquet de fois. Et, les cosinus. Qu'est-ce qui se passe quand je remplace la position par le cosinus de la position? Alors là, pareil. Là, j'ai une multiplication aussi. On est déjà en train de refaire des multiplications parce que voilà. Là, en l'occurrence, c'est si je faisais juste position.x, donc x1, ça revient au même. C'est pas très intéressant. On voit un peu le cosinus qui stretch des choses, mais en fait, le cosinus, il se répète tous les 2π, autrement 6, quelque chose. Et donc, sur mon image qui va de 0 à 1, on voit pas tout à fait la range. Donc, j'ai besoin de zoomer ma position. Voilà, déjà à présent, hop, je vais zoomer un peu voilà, pour mieux voir sur une plus grande range ce qui se passe. Bon. Ok, c'est une chose qu'on peut faire avec le cosinus. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Mais voilà, on voit le cosinus. Alors qu'est-ce qu'on voit là concrètement? Il y a des zones où ça se déplace très vite, des zones où c'est lent, des zones où c'est rapide, des zones où c'est lent. Si je recompare avec mon petit graphe de ma fonction que j'avais là, en fait, ce qu'on voit là, c'est voilà, cette zone-là, c'est très plat. Ça ne change pas beaucoup la valeur. Donc ça correspond à cette zone-là où la valeur change très très peu. Après là, elle change rapidement. Ok, ça c'est mon cosinus. Voilà. Et puis ça alterne, et donc on a ce pattern cyclique qui va se répéter. Ok, c'est mon cosinus, mais visualisé d'une certaine manière. Ok. Toc, toc. On peut faire d'autres choses avec notre cosinus. Maintenant, je vais prendre ma position et lui rajouter un cosinus en fonction de la position. Alors là, qu'est-ce que ça va faire tout ça? Je vous laisse 5 secondes essayer de visualiser dans votre tête. Qu'est-ce que ça peut bien faire? J'ajoute un cosinus à ma position. Alors, ça va bouger un peu dans tous les sens. Là, je vais vous épargner les questions parce que ça commence à être compliqué à décrire ce qui se passe. Mais si je le fais, hop, et que j'anime, voilà, ça bouge un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire un cosinus, par exemple, il vaut 1 ici. Et donc ici, ça étire beaucoup.
Puis en fait, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Il y a des zones où il change très rapidement, ça étire plus ou moins. Là, ce pixel-là, il se prend plus 1, lui, il se prend plus 0,5, lui, il se prend 0, moins 1, etc. Tout le monde bouge dans une direction différente. Là, c'est parce que j'ai pris le cosinus de la position. Il faut vraiment se dire que voilà, les pixels qui sont ici, en x égale 0, ils vont subir une certaine translation. Les pixels qui sont au milieu subissent une autre translation. Voilà. Donc c'est notre bonne vieille addition qui translate, qui déplace tout le monde. Mais maintenant, tout le monde est plus déplacé de la même quantité. Voilà. En fonction de là où vous étiez dans l'image initiale, vous allez être déplacé plus ou moins dans une direction ou dans l'autre. Voilà. Donc ça fait ce mouvement-là. Voilà. Là déjà, ça commence à être intéressant. Là, on peut se dire, oh là là, ouais, ça peut faire une petite animation. Il y a du mouvement, on peut faire des choses. Voilà, on peut imaginer que, oui, là, c'est ma grimoche, il faudra me pardonner pour ça, mais voilà, on pourrait mettre ce mouvement sur plein de choses et animer beaucoup de choses avec ça. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors cette fois-ci, si je faisais, alors c'est quasiment la même chose, mais c'est plus un cosinus en fonction de la position x, c'est je prends le y, donc là je prends l'axe qui va de haut en bas. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci si j'additionne plutôt un cosinus en fonction de y? Ok, alors je vais l'augmenter beaucoup pour qu'on voit. Voilà, là on voit vraiment bien ce qui se passe. Là c'est voilà, en fait chaque pixel à chaque étage, pour un y donné, tous les pixels sont décalés d'une certaine quantité. Et voilà, donc lui, peut-être qu'ils se prennent tous moins 1, ceux qui sont ici, donc ils arrivent là. Lui il se prend moins 0,9, moins 0,8, moins 0,7, etc. Et tout le monde se prend une translation différente et ça fait cet effet d'ondulation. Voilà. Là ce qu'on revoit, hein, c'est littéralement le graphe du cosinus que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il est littéralement là, mais dessiné, ça la grille naturellement. Voilà, c'est une droite. Au début j'avais une droite et je l'ai distordue avec mon cosinus. Ça me fait cet effet-là. Ok, bon, c'est sympa. Si je voilà. Une vraie image un peu jolie, voilà. Ça, c'est des cosinus. Voilà, c'est juste des cosinus dans tous les sens. Voilà. Pour vous dire, bon, peut-être que j'ai une obsession avec les cosinus, c'est peut-être moi, mais on peut faire tellement de choses. C'est pas des vagues, c'est des cosinus. Enfin, c'est la même chose de toute façon. Mais voilà, ça, c'est juste plein de courbes de cosinus qui se baladent dans tous les sens. Bref. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va commencer à animer aussi, histoire que ça devienne vraiment intéressant. Donc là, toujours mon cosinus en fonction de y, mais je lui ajoute le temps en plus. Donc là, au fil du temps, avant c'était toi qui étais en haut du cosinus qui te prenait le plus 1, puis maintenant, en fait, voilà, vous allez mieux le voir si je fais juste ça. En fait, voilà. C'est marrant, c'est la même fonction, mais là on voit vraiment la translation. C'est vraiment juste ma courbe de cosinus qui scrolle parce que j'ai fait un plus, comme on m'a dit. Alors, j'additionne avec le temps, donc au fil du temps, je scrolle. Voilà. Et on voit ma fonction. Ce qui est cool, c'est quand on le fait très très zoomé, on voit vraiment pas cet effet de scrolling, on a vraiment l'impression juste que ça ondule un peu au vent. Voilà. D'ailleurs, voilà, fun fact, pour le coup, si on doit se ramener à la vie réelle, dans la plupart des jeux vidéo, si vous voyez un arbre qui oscille au vent ou des feuilles ou quoi que ce soit, en général, c'est juste un cosinus, hein, ou quelques cosinus. Alors on essaie de briser un peu la monotonie d'un cosinus, on en met quelques-uns les uns sur les autres pour que ce soit un peu plus varié, mais fondamentalement, on fait beaucoup de choses avec les cosinus, même dans la vraie vie des jeux vidéo. Voilà. Donc, ok, pas mal, notre petite animation. Alors moi, oui, alors là je reviens, c'est la même slide qu'il y a 2 slides. Moi, il y avait un autre truc qui m'intéressait, c'était pas juste de faire scroller le Y. Ce que j'aimais bien aussi, c'est ce petit mouvement-là, un peu d'aller-retour, quand je fais ça. Donc là, voilà, c'est ma position, c'est le nombre par lequel je multiplie ma position. J'aimerais bien qu'il s'anime et qu'il fasse ça. Alors, regardez le mouvement que je fais, je monte, je descends, je monte, je descends. Comment est-ce que je peux bien animer ça? Comment est-ce que je peux bien produire ce mouvement en code, en maths? On va mettre un cosinus. Voilà, c'est notre première occasion de mettre un cosinus dans un cosinus. Voilà. Alors, le cosinus de la position qui est elle-même multipliée par un autre cosinus en fonction du temps. C'est parti. Alors, comme tout bon programmeur, je n'ai pas tout mis en une ligne, mais voilà, on va faire une petite variable t. En fait, c'est notre temps modifié, qui est un cosinus du temps plus 2. Je vous explique le plus 2 après. Et on fout tout ça dans notre variable. Voilà. On a à nouveau un autre effet d'animation. Voilà. Faire animer votre herbe, n'importe quoi. C'est une première base. Ok. Alors, pourquoi plus 2 ? Si je reviens là, voilà. Là, en fait, c'est une question de c'est quoi les valeurs qui m'intéressent. Mon cosinus, par défaut, il va de -1 à 1. Moi, c'est pas -1 qui m'intéresse. Si je regarde à peu près les valeurs qui me paraissent pas trop mal, j'aimerais bien que ça aille entre
on va dire 1 et 3. Voilà. Entre 1 et 3, c'est pas mal comme mouvement. Donc, comment je fais pour transformer mon cosinus pour qu'il aille entre... donc, il va de -1 à 1, ça c'est le cosinus par défaut. J'aimerais bien qu'il aille de +1 à +3. Est-ce que vous avez une idée de comment je peux faire? Bon, en même temps, c'est écrit sur la slide d'avant. J'ai spoilé. Ah là là. +2, bah forcément, voilà, -1 plus 2, ça me fait bien 1. 1 plus 2, ça fait bien 3. Nickel, je suis arrivé. Voilà. Encore une fois, on a fait une translation, on a fait un déplacement. Ma fonction, elle allait de -1 à 1. Et j'ai tout remonté vers le haut pour qu'elle aille de 1 à 3 maintenant. C'est la même fonction décalée vers le haut. Ça a bien gardé les mêmes distances. Alors là, on a eu de la chance. Bon, on a eu de la chance, c'est moi qui ai fait exprès. On a eu de la chance, l'intervalle de départ, il avait une longueur de 2. Il va de -1 à 1, donc ça fait une longueur de 2. Celui d'arrivée, il va de 1 à 3, il y a aussi une longueur de 2. Si jamais on avait voulu un autre intervalle, qu'il soit plus grand, il a une longueur de 4 à la fin, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en plus de mon addition? Qu'est-ce qui aurait étiré mes longueurs? Et multiplication, ouais, parfait. Voilà. Ça, voilà, c'est ce qui s'appelle remapper un intervalle. Voilà, ma valeur, elle va de -1 à 1 ou de 0 à 1 ou je ne sais quoi. J'aimerais bien qu'elle aille de 10 à 50. Voilà. Bah, on remap et remapper, voilà, c'est juste une addition et une multiplication bien choisie. Voilà, toujours les mêmes coupables. Ok, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit +2. Et voilà, nouvelle animation avec mes cosinus. Ok, ça fait un chapitre de fini. On pourrait faire beaucoup d'autres choses encore. Les cosinus ont plein de surprises pour nous. On va passer à la suite. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va pour l'instant? Vous suivez? Voilà. Trop bien. Donc ça, c'est transformation spatiale. Voilà. Donc on prenait la position du pixel et puis on le balade à droite à gauche en fonction de plein de formules, en fonction de sa position à lui-même, en fonction du temps, etc. Chapitre 2, le noise. Normalement, vous connaissez probablement, surtout si vous êtes programmeur ou artiste, vous connaissez le noise. Le noise, ça ressemble à ça. C'est des textures, alors ça ou ça. Voilà, il y a plein de types de noise différents qui ont différentes propriétés. On s'en sert énormément. Ça nous sert à avoir quelque chose de très organique. C'est des petites variations aléatoires, mais elles restent cohérentes, elles restent unies. Voilà, c'est pas de l'aléatoire pur qui change à chaque pixel. Non, il y a des beaux dégradés, ça monte, ça descend. C'est un peu nos cosinus d'ailleurs. C'est nos cosinus, mais un peu plus aléatoire. Voilà, très très utile. Typiquement, voilà, vous voulez faire la génération de terrain. On peut interpréter notre noise comme une height map. Plus je suis blanc, plus je suis haut. Plus c'est noir, plus c'est bas. Voilà. Et ça vous fait une height map. Ça marche super bien parce que le monde réel il est comme ça. Hein. Ça monte, ça descend. Il y a des montagnes, il y a des creux, il y a des vallées. Bon, le monde, c'est pas juste un cosinus parfait. Sinon, on aurait des collines très très lisses, malheureusement. Non, voilà, il y a des petites variations, il y a des micro-variations qui font que ça remonte un petit peu, ça globalement ça descend, mais ça remonte un petit peu, ça secoue. Okay, on va voir comment on peut faire ce genre de choses. On va essayer de créer notre propre noise avec des cosinus. Bon, alors là, je ne vais pas vous mentir, normalement, il faudrait un peu plus que des cosinus et être un peu plus malin que ce qu'on va faire. Voilà. On va garder un noise assez simple pour le but de cette conférence, mais si ça vous intéresse, il y aura les slides, à la fin, il y aura un lien vers les slides avec des liens vers plein de ressources pour aller plus loin si jamais ça vous intéresse. Notamment, voilà. Ce genre de noise, c'est pas extrêmement compliqué à faire, mais on va rester avec nos cosinus pour tenir ma promesse. Deuxième application du noise aussi, voilà, par exemple, pour texturer des modèles. Voilà. Donc, je vais appliquer de la terre, mais je ne vais pas l'appliquer partout uniformément. Voilà. Je colle une texture de noise et je vais découper. Oui, je prends que certaines parties quand le noise est suffisamment grand, par exemple. Voilà. Donc là, il y a deux endroits où c'est utilisé le noise. Voilà, c'est pour choisir où est-ce qu'il y a ma rouille ou pas. Et il y a aussi, voilà, il y a un petit bump, je ne sais pas à quel point vous le voyez bien. Il y a un petit bump sur les modèles et voilà, ça aussi, ça va être du noise. Voilà, en fonction de tes UV ou ta position en 3D, on va plus ou moins te bump et voilà. Bref, le noise, super utile, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Comment est-ce qu'on va créer notre propre noise avec des cosinus? Ok. Donc là, on change de mindset. On n'est plus en train de modifier la position du pixel. On va modifier sa couleur. Voilà. Là, par exemple, je dis la couleur, c'est le cosinus de la position du pixel. Voilà. Donc les pixels qui sont là en 0, cosinus de 0, ça fait 1, donc ça fait du blanc. Et puis plus on va vers la droite, notre cosinus, il descend. Donc voilà. Alors, on ne voit pas très bien. Je vais encore une fois devoir zoomer un peu. Il faut dézoomer. Voilà. Et là, on revoit notre cosinus, encore le bon vieux cosinus. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ok, c'est notre pattern de cosinus. Cette fois-ci, voilà, on l'interprète comme une couleur. Voilà,
toujours le même, hein, ça et ça, c'est la même chose. Alors, je vais faire une toute petite modification. Encore une fois, il m'embête, mon cosinus qui va de -1 à 1. Nous, les couleurs en rendu, on aime bien que ça aille de 0 à 1. C'est normalisé, c'est très pratique. Donc, voilà, 0, c'est noir, 1, c'est blanc. Donc, donc le 1, c'est très bien, ça fait du blanc pur, ça atteint pile mon blanc pur, c'est parfait. Par contre, mon cosinus, il va jusqu'à -1. Donc, c'est ça qui crée toutes ces grosses zones noires. Donc, pareil, je dois encore une fois remapper mon intervalle. Mon cosinus va de -1 à 1. Je veux qu'il aille de 0 à 1. Alors, et là, vous remarquerez qu'il n'y a pas la même longueur d'intervalle. Je passe d'une longueur de 2 à une longueur de 1. Donc c'est là on va avoir besoin de multiplier déjà. Donc je dois diviser la longueur par 2. Voilà, d'où le fois 0,5. Quand je fais ça, -1 devient -0,5, plus 1 devient plus 0,5. OK. Et je dois encore d'une petite addition pour translater au bon endroit. Donc plus 0,5. Voilà, et là on est bon. OK. Donc ça c'était juste ça. Et donc avec ça, j'ai mon cosinus. Très bien. J'ai mon pattern. On va faire un deuxième pattern, cette fois-ci en Y. Voilà, c'est le même pattern dans l'autre sens. Très bien. OK. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux patterns-là? C'est là où on va commencer à créer un peu de complexité et de variation. Alors, on peut les multiplier. Voilà, ça fait des choses. Pourquoi ça fait cette forme? Ce qu'il faut bien vous dire, donc voilà, donc noir égale 0. Donc, multiplié par du noir, ça revient à multiplier par 0. Donc, ça fait encore du noir. Donc, partout où j'ai du noir dans l'un de mes deux patterns, je vais avoir du noir à la fin parce que je multiplie par 0, ça fait forcément 0. Là où pour avoir du blanc, il faut obligatoirement que les deux patterns soient 1. Voilà. Ça fait un pattern, pourquoi pas, si vous en trouvez un usage. Bref. Moi, je vous donne un usage que j'ai utilisé, c'est vous voulez faire un effet un peu de gris, genre on voit derrière une fenêtre, et puis il y a des petits carreaux, voilà. On pouvait faire voilà, des petites bordures, c'est une grille, mais avec des petites bordures, avec bords joliment arrondis, etc. Voilà. En retravaillant un tout petit peu plus le pattern, on peut vraiment, plutôt d'avoir des bordures droites sur votre grille, on peut arrondir les bords comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Nous, bon, ça va plutôt partir sur une addition, la seule autre chose qu'on sait faire. Ok, j'additionne mes deux patterns. Alors, je les escale par 0,5, sinon, comme j'additionne mes deux nombres, ils peuvent aller 1 plus 1 au maximum, ça peut faire 2. Donc, j'y divise tout par 2, histoire que le reste m'arrange entre 0 et 1. Ok, j'ai mon pattern. J'ai mon pattern de noise. Bon, si vous plissez un peu les yeux, c'est pas trop mal. Entre ce noise et ce noise, on tient quelque chose. Bon, voilà. Un noise, c'est juste des cosinus un peu randomisés. Et c'est pas une blague, hein, il y a vraiment, si vous regardez le code, c'est vraiment que des cosinus dans des cosinus. Voilà. On va garder un code plus simple où il n'y a pas énormément de cosinus, mais en faisant les choses intelligemment, on peut avoir ce pattern-là. Bon, ok, donc on a notre étape 1, on a réussi à reproduire ce noise-là. Je compte ça comme une victoire. Ce type de noise, par contre, comment est-ce qu'on peut faire ce type de noise-là? Alors en fait, celui-là, il se dérive à partir de celui-là. L'idée, c'est de rajouter plusieurs couches de noise à différentes échelles et de les mélanger entre eux. J'ai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà. Alors c'est en 3D, mais c'est le même concept. C'est voilà, je commence avec une couche. Voilà, imaginez-vous que c'est mon cosinus de départ. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je vais rajouter une deuxième couche, un peu plus petit, à plus grande échelle. Et ouais, je rajoute des couches sur des couches, de plus en plus petites à chaque fois, avec une grille de plus en plus petite. Et ça crée de plus en plus de détails. Voilà. OK. Et là, magie. Waouh. Voilà. Ça, c'est pas de moi, par contre. Ça, c'est de Inigo Quilez. Il y aura les liens si vous voulez. C'est le big boss qui nous a tout appris. Voilà, il a plein d'articles super intéressants sur beaucoup de techniques. C'est lui qui a inventé beaucoup de ces techniques, d'ailleurs. Mais voilà. Et donc, ça, c'est pas vraiment des cosinus, mais presque. On peut faire des super paysages. OK. Voilà. L'idée de cette technique, pourquoi ça marche, c'est qu'on veut créer d'abord la grande échelle. Voilà, ça, je place mes collines. Globalement, il y a une colline ici, une colline là, etc. Et après, on rajoute des couches de plus petite échelle pour rajouter, là, il y a un petit caillou sur la route, il y a un petit gravier, etc. Donc, je rajoute mes différentes couches qui rajoutent tous un niveau de taille différent. Voilà. Ça s'appelle du fractal noise ou fractional Brownian motion. Bref, pour des raisons techniques, mais voilà. Fractal, ça se comprend bien. Il y a plein de petites échelles et quand on zoome, en fait, on retrouve le même noise mais à plus petite échelle. Voilà. Donc cette technique-là, et on va appliquer la même à notre noise à nous. Voilà, une version un peu plus moche. Mais c'est notre texture de noise, la même, mais en plus dézoomée, toujours plus dézoomée, toujours plus dézoomée, toujours plus dézoomée. Et on va additionner tout ça ensemble
pour faire notre pattern. Ok, c'est parti. Donc on a notre pattern, ok. Alors je le scale un peu et je le divise par 2. Alors ce qui devient intéressant, c'est quand je commence à additionner déjà 2 couches. Donc j'ai mon pattern à une certaine échelle x2 et une deuxième fois mon pattern à une échelle x4. Et lui, il faut qu'il ait moins d'intensité aussi. Voilà. Là, on commence à faire les petits cailloux. Il ne faut pas que les petits cailloux ils soient aussi grands que les montagnes. Il y a plus de petits cailloux un peu partout. C'est pour ça qu'on plus dézoomé. Mais il faut qu'ils aient moins d'intensité. Voilà. Alors souvent, on fait avec des puissances de 2. On fait 2, 4, voilà, 8, on divise par 8. Le but, c'est que la somme fasse 1 à la fin. Donc si on faisait la somme infinie, voilà. Pour les gens qui ont la ref, la somme de 1 demi au carré, 1 demi au cube, 1 demi, la somme de tous les inverses des puissances de 2, ça fait 1 à la fin. Bon, voilà, du coup, on sait que la somme sera normalisée à 1. Okay. Alors là, et normalement, dans la technique classique, on multiplie par 2, 4, 8, pareil, on fait les puissances de 2. Là, je ne l'ai pas fait parce que sinon, la grille s'aligne vraiment trop sur elle-même. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est qu'il y a plusieurs patterns, mais ils vont avoir une certaine répétition, ils vont tous synchroniser au même moment. Et donc ça crée un motif qui peut être très joli, hein, si vous voulez faire des tartans, n'hésitez pas. Mais voilà, si on veut créer un noise un peu plus organique, qu'on voit moins les motifs, voilà. J'ai multiplié par des nombres choisis parfaitement au hasard. Voilà. Ça fait quelque chose. On est encore loin de notre noise. Pour l'améliorer, un truc qui serait vraiment bien pour encore diminuer cet effet où on voit vraiment les grilles sur des grilles sur des grilles, ce serait de faire une rotation à chaque couche, que chaque couche ait une rotation différente pour masquer un peu qu'en fait c'est toutes des grilles bien carrées qui s'alignent toutes parfaitement. Donc on va voir ça. Comment est-ce qu'on fait des rotations? Ça c'est une bonne question. Voilà, on en est un peu loin. Oups. C'est une très bonne question à laquelle nous allons répondre dans le prochain chapitre. On va faire une petite parenthèse. On va parler des courbes. Et à la fin, en fait, avec ce qu'on aura appris, on se rendra compte qu'on sait faire des rotations. Et on pourra revenir à notre noise. OK. Voilà. Entre parenthèses, équation paramétrique. C'est le nom technique de ce dont on va parler. Ça va? Vous êtes accrochés? Parfait. Alors, OK. On rechange de technique. On n'est plus en train de modifier la position du pixel, ça c'était le chapitre 1. On n'est plus en train de changer la couleur du pixel, ça c'est le chapitre 2. Là, on va modifier la position d'un objet cette fois-ci. Donc j'ai mon petit point sur mon écran et je vais le faire bouger. Je change la position que de ce point-là en particulier. Alors voilà. Donc par exemple, ça va être le cosinus d'une valeur que je vais faire changer. OK. Et ça me fait ce genre de mouvement. Pas mal. Bon, j'ai encore ce bon vieux cosinus, hein, ça oscille, gauche, droite, gauche, droite. Ok, c'est relativement intéressant si vous voulez faire... Mais on va aller un peu plus loin. Alors, donc le x, c'est un cosinus, et le y, pareil. Pour l'instant, le y, je ne l'avais pas touché, je l'avais laissé où il était. Je vais aussi faire varier mon y en fonction de mon cosinus. Alors, qu'est-ce que ça va me donner tout ça? Une idée? Comment? Ça va faire une diagonale, effectivement. Pour l'instant, je lui donne exactement la même valeur dans les deux cas. Et donc, forcément, il est sur cet axe-là. Ça, c'est la droite y égale x. C'est voilà, une diagonale bien droite à 45 degrés. Voilà, parce que x et y ont la même valeur. OK, donc, c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais plutôt... Alors là, je l'ai animé avec le temps, pour que vous voyez bien. Donc ça, c'est ma diagonale, voilà, on la voit bien. Je vais additionner, je ne vais pas prendre les deux mêmes cosinus exactement. Le deuxième, je vais le décaler légèrement dans le temps. Voilà. Qu'est-ce que ça va me donner, ça? Est-ce que vous avez une idée? Ouais. Intéressant comme proposition. On va regarder. Plus j'augmente, plus je décale mes deux cosinus. Yay. Yes, ça me fait un cercle. Incroyable. Alors, pourquoi ça me fait un cercle? D'où vient cette magie? Alors, c'est pas de la magie. Donc, il est temps que je vous explique un peu l'origine story des cosinus. Voilà. En maths, comment est-ce qu'on l'a défini? On a dit en fait, cosinus, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les coordonnées d'un point sur un cercle. J'ai mon petit point en vert sur mon cercle. Et on s'est dit, ah, c'est intéressant, quand je regarde, quand il bouge, sa coordonnée x, ok, elle suit un motif intéressant, appelons ce motif cosinus. Voilà. Si vous regardez le point bleu, c'est la coordonnée x
du point vert. Au fur et à mesure que le point vert se déplace, voilà, mon x, il va vers la gauche, il ralentit, il change de sens. Voilà. Ce bon vieux cosinus, en fait, c'est juste la coordonnée en x d'un point qui se déplace sur un cercle. Alors cosinus, il n'est pas seul, il a un frère caché. C'est le sinus. Le sinus, alors vous remarquerez que c'est strictement la même courbe, ça fait des vagues, pareil. Sauf que, donc il est défini comme étant la coordonnée y, forcément. Voilà, c'est mon petit point rouge. Et en fait, c'est exactement la même fonction, juste légèrement décalée dans le temps. C'est pour ça, quand on a fait notre petite addition tout à l'heure, en fait, plus je translatais mon cosinus, plus je le rapprochais d'un sinus, en fait. Voilà. Donc en fait, voilà, un cosinus t, sinus t, c'est les coordonnées d'un cercle, d'un point sur un cercle. Voilà. Et quand vous faites varier t dans le temps, ce point trace le cercle. Voilà. Cos t, sinus t. Et c'est pour ça que, voilà. Là, en fait, j'ai triché, comme j'avais promis de faire que des cosinus. En fait, je voulais écrire sinus, mais voilà. Cosinus de t plus une certaine valeur, en fait, ça me donne mon sinus. C'est la même fonction de toute façon. Donc je considère que je n'ai pas triché. Cette valeur, c'est combien? Ça vous dit quelque chose, ce nombre? Pi sur 2, effectivement. Voilà. C'est pour les gens qui ont appris au lycée des formules de Trigo du genre cosinus de x plus pi sur 2 égale sinus de x, blablabla. En fait, ce que ça veut dire, c'est juste que cosinus et sinus, c'est les mêmes fonctions, légèrement décalées dans le temps, l'une par rapport à l'autre. Voilà. Donc, effectivement. Mais ce qui est cool, en fait, avec le fait de savoir cette relation, c'est que je peux choisir ma valeur. Il n'y a pas juste cosinus et sinus qui existent. Il y a plein de fonctions de cette même famille, voilà, qui sont toutes légèrement décalées, les unes par rapport aux autres, et ça me fait des formes possiblement un peu plus intéressantes qu'un cercle. Ok, super. Donc voilà, cosinus t, sinus t, voilà, à partir de maintenant, je vais quand même dire sinus. Voilà. Ça nous donne un cercle, pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait dessiner des cercles? Alors, on va faire un peu joujou, parce qu'un cercle, c'est bien, mais imaginez cosinus t, sinus t. Voilà, ça, c'est mon cercle classique. Je vais multiplier mon sinus, ça va pas être sinus t. Je vais le multiplier par quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Intriguant. Hop. Je vous remets à 2, par exemple. C'est plus pratique quand c'est un entier. Ça ferme parfaitement la boucle. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai mon point, il tourne autour de mon cercle, entre guillemets. En tout cas, son x, il fait un trajectoire de cercle normal. Voilà. Il avance. Mais le y, par contre, il va 2 fois plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, je dessine 2 cercles en un. Voilà. Au lieu de faire juste je monte, je descends, enfin je monte et je redescends, il monte, il descend, il remonte, il redescend, le temps que le x ait fini sa trajectoire. Donc voilà. Ça fait ce genre de courbe et voilà. On peut modifier à la fois le x et le y. Voilà, on peut faire x2 ici, x3 ici. Ça fait toute une famille de courbes qui s'appellent les courbes de Lissajous. Voilà. C'est marrant. En cherchant une image pour le talk, j'ai aussi vu apparemment qu'il y a des sphérical Lissajous. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais j'imagine que c'est à peu près la même idée. Et ça fait des choses jolies, donc voilà, peut-être quelque chose à aller regarder ce soir en rentrant. Et une petite animation qui fait plaisir. Oh, ok, si, bien. Voilà, c'est juste une Lissajous. C'est des cercles qui tournent sur une Lissajous qui est lui-même un cercle, et puis voilà, des additions, des multiplications. Bien, ça va? Ok, on est bien. Donc ça, c'est nos courbes. Voilà. Alors, c'est quelques petites courbes, hein, cercle, Lissajous. Il existe beaucoup de courbes différentes. Voilà, on peut faire plein de choses une fois qu'on a compris ce principe de hey, j'ai une valeur t qui évolue au fil du temps et je calcule un x et un y à partir de ça. On peut créer énormément de formes. Voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail là-dessus, mais il existe plein de formes. Aussi, là, on peut commencer à combiner les choses. On peut se dire le chapitre 1, toutes les transformations spatiales qu'on a vues, on peut les appliquer à nos courbes. En fait, nos courbes, au final, elles nous donnent une position. Donc, je pourrais prendre ma courbe de Lissajous, qui est relativement régulière, etc., et lui appliquer toutes les transformations avec des cosinus, etc., qu'on a vu jusque-là. Et ça crée des courbes beaucoup plus irrégulières et très intéressantes. Bien, ça, c'était les courbes. Revenons aux rotations. À la base, on voulait savoir comment on faisait nos rotations pour notre pattern de noise. Alors, c'est très simple. Donc, l'idée, c'est juste de savoir, mes 2 axes, x et y, qu'est-ce qui leur arrive après rotation? Et une fois qu'on sait ça, on sait exactement tout ce qu'il faut et on pourra créer notre rotation. Donc l'axe x, voilà, ça c'est mes axes originaux. Voilà, l'axe x il va à droite, l'axe y il va vers le haut. Mais moi je veux les tourner, donc ça me fait ceci. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on vient apprendre plein de choses sur les cercles, les cosinus et les sinus. Et donc en fait,
Ça va être quoi le x de ce nouveau point là? Qu'est-ce que c'est? Si mon angle je l'appelle θ. Ce nouveau point là, donc ça j'ai mon axe x, je le tourne un petit peu, il arrive là. C'est quoi les coordonnées de ce nouveau point? Autrement dit, c'est quoi sa projection en x ici? Et puis c'est le cosinus, notre bon ami le cosinus justement. C'est sa définition, hein, et c'est pour ça qu'il est très très utile. Et ici sur l'axe y, bah, c'est le sinus par définition entre guillemets. Voilà. Cosinus, sinus. Ok, donc super. Mon axe x qui en fait valait 1, 0 en fait avant, maintenant il vaut cosinus θ, sinus θ, ok. Et puis mon axe y en vert, alors c'est les mêmes valeurs, vous remarquerez. Là, la grande valeur du coup ça va être, enfin, la petite valeur ici qui est projetée, ça va être moins sinus parce qu'il part vers la gauche, et en haut c'est cosinus. Ok. Donc voilà, je connais mes nouveaux axes, cos et sin pour l'axe x, et pour l'axe y c'est moins sinus, cosinus. Très bien. Donc j'ai mes deux nouveaux axes. Et maintenant, comment je fais pour faire une rotation sur un point quelconque? En fait, l'idée c'est, si ma position était exactement égale à l'ancien axe x, sa nouvelle position serait parfaitement égale au nouvel axe x, donc ce serait juste cosinus, sinus. Voilà. Si ma position c'était 1, 0, j'aurais une fois l'ancien axe, plus 0, une fois le nouvel axe x, 0 fois l'axe y, voilà, parce que j'étais parfaitement l'axe x. Et en fait, n'importe quel point, voilà, on prend sa position et on l'exprime dans le nouveau repère. En fait, c'est ça qu'on est en train de faire. J'ai un axe x, un nouvel axe x, un nouvel axe y, et j'exprime les mêmes positions. Voilà. Autrement dit, quand mon point c'est xy, autrement dit c'est x fois l'axe x qui vaut 1, 0, plus y fois l'axe y qui vaut 0. Voilà. C'est la même chose écrit en séparé. Voilà, en fait, le concept qui est cool, c'est que on peut faire ça avec n'importe quel repère. On n'a pas besoin que ce soit le repère 1, 0, 0, 1, où effectivement tout se simplifie, on peut créer les choses plus simplement. XY. Voilà, la formule générale d'un point exprimé dans un repère, c'est ça. Et si je fais changer mon angle, magie, j'ai bel et bien ma rotation. Voilà, ça tourne par rapport au point 0, 0 qui est en bas à gauche de mon canevas et qui déborde un peu du canevas parce que j'ai pas eu le temps de débugger mes slides. Mais ça tourne, croyez-moi. Ok. Super, on sait faire des rotations. Petite anecdote, pour les gens qui connaissent, ce qu'on vient de faire, c'est une matrice en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça parle à des gens, ces formules cos, sin, moins sin, cos. C'est des matrices. En fait, voilà. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas les matrices, c'est juste un paquet de nombres et il y a de la magie derrière. Pour les gens qui connaissent, en fait, ce n'est pas de la magie, il y a une vraie raison. En fait, c'est pas. Alors, il faut vraiment pas le voir comme une liste de 4 nombres. C'est vraiment une liste de vecteurs. La première colonne, c'est le premier vecteur. C'est les matrices. C'est une transformation géométrique. Ça prend des points, ça les déplace ailleurs. Et comment pour exprimer cette transformation? Il suffit de dire l'axe x, qu'est-ce qu'il devient? Dans notre cas, on a dit l'axe x, il devient cosinus, sinus. Et l'axe y, qu'est-ce qu'il devient? Moins sinus, cosinus. Voilà. Et après, pareil, pour les gens qui ont eu des cours de maths et qui ont appris le produit matriciel, ça multiplie dans tous les sens, blablabla. En fait, c'est exactement la formule qu'on a mis là. C'est juste un changement de repère. En fait, voilà. Une matrice, c'est juste la liste, c'est un nouveau repère. Une matrice, c'est un nouveau repère. Et le produit matriciel, c'est juste calculer les coordonnées de points dans ce nouveau repère. Voilà. Petit fun fact quand même pour vous dire que j'ai réussi à caser des matrices dans un talk qui parle de cosinus. Voilà. Oui, j'ai sauté une slide. Parfait. Ok, on revient à notre pattern de noise. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Je cale en plus une rotation. Au lieu de passer directement à ma position au pattern, je vais lui appliquer une rotation juste avant. Et ça devrait aider un peu à briser la symétrie. Ok, bon. On voit encore un peu que ça reste régulier, etc. On est quand même parti de base sur un cosinus qui était quand même bien régulier, etc. Bon, on peut briser tout ça. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à regarder tout ça. Mais ok, je vais dire que c'est pas trop mal comme pattern. En fait, vous allez voir qu'après ce pattern, on va le mettre en application dans d'autres effets. Et en fait, dès qu'on voit plus l'image en elle-même et qu'on l'utilise juste pour driver un autre effet, ça va très très bien marcher. On va pas du tout se rendre compte de la symétrie. Ok, chapitre 4. Everything, Everywhere, All at Once. Si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, très très sympa. Et on va faire exactement la même chose que dans le film. On va prendre tout ce qu'on a vu,
Donc on va prendre le chapitre 1, on va faire une transformation spatiale. Mais pour que ce soit un peu intéressant, ça ne va pas être la même pour tous les points. Donc on va driver ça avec un noise du chapitre 2. Et ils ne vont pas partir dans une direction tout droit, ce serait un peu triste. Maintenant qu'on sait faire des courbes et des cercles, on va le déplacer selon un cercle. OK. Tout simple, notre bonne vieille amie la grille. Je prends ma position et je lui ajoute cos, sin. Ça, maintenant on connaît, cos, sin, oui, ok, c'est un cercle. Très bien, et donc pour l'instant, l'angle c'est le même pour tout le monde. Et donc, je vais juste déplacer selon un cercle. Donc là, pareil, là c'est l'angle 0, donc ça correspond au point à droite, donc je déplace tout le monde de 1 vers la droite. Et quand je vais faire changer ma valeur de mon angle, ça déplace tout le monde dans une certaine direction. Et voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, on est en train de tourner, on fait exactement un cercle. Ok, bon, pas très intéressant, sauf si vous voulez faire, je ne sais pas, quelque chose qui tourne en cercle. On va rajouter du noise. On va dire non, tout le monde n'utilise pas le même angle, sinon c'est pas intéressant. Tout le monde a un angle différent en fonction de sa position. Voilà, donc on va réutiliser notre noise de tout à l'heure, le calculer en fonction de sa position. Donc là, ce qu'il faut vous imaginer, c'est qu'il y a notre texture de noise de tout à l'heure, elle est superposée ici. Et donc chaque pixel, c'est ah oui, moi je suis ici, donc je corresponds à telle partie du noise, donc je suis plus ou moins blanc ou noir, autrement dit un nombre entre 0 et 1. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si je change, si je commence à appliquer mon effet? Voilà. C'est de l'art, c'est ça. Ok, pas mal du tout. Voilà, là c'est là qu'on voit que ça devient vraiment intéressant. J'ai une déformation, c'est pas du tout la même en fonction de chaque point, c'est un peu aléatoire, c'est complexe, c'est bordélique. On peut faire encore mieux. On peut mettre des cosinus dans des cosinus. Là, on va faire l'effet 2 fois. C'est une technique qui s'appelle du domain warping, inventé par ce bon vieux Inigo Coulez. Donc c'est mon effet de tout à l'heure. Voilà, je modifie et ma position, au lieu de dire c'est bon, c'est la position finale, je le repasse une fois dans la moulinette, je réévalue le noise à cette nouvelle position. Donc, ce qui va se passer, c'est que mon point, ok, il se déplace, il arrive ici, et je le redéplace une deuxième fois avec le noise qui était à cet endroit-là. Je le déplace 2 fois d'affilée, et ça fait la même chose, encore plus compliqué et encore plus chaotique. Voilà. C'est absolument interdit par la loi de le faire 3 fois d'affilée, donc je ne le ferai pas, vous ne saurez jamais à quoi ça ressemble. Sauf si vous insistez. Voilà. Autre fun fact au passage, des fois, voilà, ça s'appelle du bruit blanc. Bon, alors, il est coloré, mais voilà. Là, c'est pour le coup, chaque pixel est parfaitement aléatoire. On fait aussi ça avec des cosinus. C'est une approximation pas chère. Alors, on ne se casse pas la vie à faire autant de patterns que ça, on peut faire plus simplement, mais voilà. Du bruit blanc, c'est juste un cosinus à très 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 haute fréquence. Et ça marche pas trop mal, c'est simple et ça marche, ça fait le taf, ça fait la blague. Voilà. Ok. J'espère que ça vous satisfait, parce que c'est à la fin. On n'ira pas plus loin aujourd'hui, on ne va pas plus se casser la tête. Merci. J'ai fait une blague, en fait, c'est pas vraiment fini, mais presque. J'ai pas eu le temps de trouver comment on intègre la webcam dans mes slides en JavaScript, et j'en profite aussi pour faire de la pub pour mon logiciel. Donc on va faire le même effet, mais appliqué à une vraie image. Waouh. Voilà. Ok. Donc on va finir le talk comme ça. Voilà. Non, il faut que je vous montre malheureusement la slide. Voilà. Si vous voulez prendre une photo, c'est maintenant. Ça emmène vers un lien où il n'y a pas encore, mais bientôt il y aura le lien vers un site tout beau. Vous pouvez revoir les mêmes slides. Je vais compléter les slides avec des liens, des références pour aller plus loin. Pour les gens qui ont la chance de s'être inscrits au workshop de demain, on va refaire la même chose. Enfin, vous allez refaire ce qu'on a parlé là, mais de zéro. Je vous montrerai comment ça marche concrètement en code, comment on peut faire ça sur Shadertoy. Pour les gens qui ne peuvent pas y assister malheureusement, il y aura le tuto écrit avec tout ce que avec ce qu'on va raconter en workshop. Donc, si jamais ça vous intéresse, voilà. Ou je mettrai aussi des liens vers des vidéos de gens qui expliquent mieux que moi. Parfait. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions? Déjà, c'était trop cool. Merci pour la fraise. Je voulais savoir si tu as parlé du tool que tu as créé, Coolab.
J'ai pas eu le temps de regarder encore, mais est-ce qu'il y aura des tutos ou des petits cours dessus? Et sinon, est-ce que tu as des rêves pour apprendre ce genre de trucs justement plus en détail Oui, alors, plusieurs réponses. Donc déjà, si tu parles de est-ce qu'il y aura des tutos à l'EGC, non, le but c'est pas complètement de faire la promotion de mon tool. Par contre, quand tu lances le logiciel, il y a des tutos sur YouTube, et la première fois que tu lances le logiciel, il te spam. Donc tu trouveras les tutos si jamais ce tool-là en particulier t'intéresse. Il y aura attention, il y a les liens, il y a mon contact, bref, ça se trouve. Des tools similaires, il y a Touch Designer qui est très populaire, qui fait globalement la même chose. La différence, bon, je prêche ma paroisse, mais voilà. Touch Designer, ça fait mal au crâne, c'est un peu compliqué à comprendre, il faut s'y retrouver et tout. Là, mon but avec ce tool-là, c'était vraiment d'être ultra simple à prendre en main, ultra intuitif. Alors là, pour le coup, voilà, vraiment, on ne fait pas les maths, hein, toutes les maths que j'ai montrées pendant 3 quarts d'heure, ils sont cachés derrière le tool. Mais voilà, c'est vraiment pour faire joujou et tester plein d'effets. Voilà. Toutes les déformations spatiales, il y en a un paquet. Voilà. Vous pouvez faire joujou, tester avec, et puis vous pouvez voir le code qui est derrière si ça vous intéresse. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et sinon, et si c'est des questions sur des tutos sur plus que la partie maths qui est derrière, il y en aura plein sur les slides que tu peux aller voir. Il y a le lien. Voilà. Si tu veux aller voir le lien de ça, il y a plein de tutos sur comment on fait ça directement en code par contre. Ouais. Oui, du coup, merci beaucoup pour la présentation. C'est hyper intéressant et j'ai très envie de faire ton travail. Et en fait, du coup, je voulais savoir un peu plus concrètement, parce que tu as parlé vite fait de ce que tu faisais avant, comment ça se convertit professionnellement, ce genre de skills et ce travail-là? Est-ce que tu étais tech artiste sur tes projets? Est-ce qu'il y a d'autres options que les studios de jeux vidéo où on peut faire ce genre de travail? Enfin, vraiment, c'est par curiosité, quoi. Yes, totalement. Alors, ouais, en fait, c'est un spectre. Hein, ça va de développeur rendu, qui est vraiment le truc hardcore, bas niveau. On écrit du C++, on écrit vraiment des API, OpenGL, Vulkan, tout ça. Voilà. Et puis après, tu as le spectre plus tech artist, où on écrit les shaders, etc. Là, effectivement, le tool que j'ai montré, c'est plus la partie tech art, un peu marrante, où on écrit des shaders et ça fait des... On fait n'importe quoi avec des cosinus et ça fait des choses sympas. Voilà. Moi, mon métier, c'est plus des moteurs de rendu. Donc, j'ai écrit des shaders par moment. Je file des coups de main aux artistes pour écrire des shaders, etc. Mon taf, c'est en grosse partie des trucs plus techniques et bas niveau dont je n'ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est moins drôle. Comment ça se transcrit professionnellement si t'es un crack en code et tout, dev moteur, c'est un métier qui recrute. Il y a assez peu de compétition, donc ça se trouve. Voilà. Moi, j'étais à Spider, j'ai quitté Spider. Je ne sais pas si depuis un an, ils ont retrouvé un dev moteur de rendu ou s'ils sont toujours en recherche. Bon, il y a une très très bonne équipe. Hein, ils s'en sortent très bien sans moi, mais voilà. Un 6e bras, un 12e bras. Ça faisait pas de mal. Et côté tech art, je connais moins un peu comment est l'industrie. Mais voilà. Si tu veux plus la partie sympa et shader, ouais, regarde tech art, c'est cool. Alors pareil, tech art, c'est un terme très flou. Et il y a des tech art où on va te demander d'être un dieu sur juste Blender et en fait, tu es plus un artiste qu'autre chose. Il y a des tech art qui penchent plus vers la partie code et qui est beaucoup plus écrit du tooling en Python, faire des shaders éventuellement, etc. Donc il faut faire gaffe. Voilà, ça ne veut pas dire la même chose dans toutes les boîtes, mais c'est sympa comme métier. Merci beaucoup.